Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e édition du baromètre cadre emploi Célescope, réalisé avec l'IFOP. Donc je suis Pierre Antébi, je suis directeur du business marketing pour Figaro Recruteur et notamment pour une de nos marques phares cadre emploi. Et je suis ici avec Damien. Bonjour Damien. Bonjour Pierre. Associé fondateur chez Célescope. Exactement. Et alors, une première question, peut-être pour toi, Damien, Oui, pour repositionner ce baromètre à l'origine, quand on en a parlé tous les deux. Naturellement, chez Figaro Recruteur, cadre emploi, on s'adresse beaucoup aux candidats. On interroge aussi beaucoup les recruteurs. Mais toi, sur ce baromètre, tu tenais absolument à ce que on centre le questionnaire et les répondants soient des dirigeants d'entreprise. Peut-être tu peux nous rappeler les raisons pour lesquelles tu y tenais. Oui, dès le début du baromètre, quand on a fait la première version, on a regardé ensemble, souviens-toi, puis avec l'IFOP, et effectivement, il y a beaucoup de baromètres qui parlent de l'emploi en partant des cadres, enfin des chercheurs, des gens qui cherchent un emploi, des candidats, disons, ou des RH qui sont concernés directement et pour qui c'est stratégique le recrutement. Et plus rarement, disons, on interroge les dirigeants. Alors nous, nos interlocuteurs sont dans des PME ETI, souvent des dirigeants, et ils ont souvent des questions autour de c'est quoi les pratiques du marché, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'on avait dès le début visé les dirigeants pour avoir une étude un peu complémentaire à celle qui existe déjà. Voilà. Super. Okay. Donc, il y a d'ailleurs beaucoup certainement des dirigeants auxquels tu t'adresses qui nous regardent là. Donc peut-être certains d'ailleurs ne connaissent pas Célescope. Oui. Voilà, peut-être pour présenter Célescope rapidement, où est-ce que vous êtes présent, le nombre de recrutements que vous faites par an? Oui. Donc Célescope, on accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur développement, en particulier autour des RH, avec des grosses activités de recrutement et d'évaluation. Alors, on ne publie pas trop de chiffres sur le nombre de recrutements qu'on fait, donc je vais le taire aujourd'hui, mais on évalue 2500 cadres et dirigeants par an en France, où on est présent sur 6 grandes métropoles, et on les accompagne aussi à l'international à travers un réseau qui s'appelle NPA, où on est en partenariat avec 400 cabinets à travers le monde. Donc on est aussi capable d'accompagner nos clients, qui souvent sont des gens qui, compte tenu de leur taille, se projettent à l'international. On est capable de les aider à se projeter à l'international. D'accord. Donc principalement des PME, ETI principalement. Okay. Et puis on est oui, j'ai pas dit, on est 30, un peu plus de 30, dont 8 associés. Voilà. Super, très bien. On va maintenant rentrer dans l'étude. Et peut-être pour la mettre en perspective, on a aussi gardé en intro quelques chiffres marchés qui viennent d'autres études, pas du baromètre, mais qui mettent le baromètre en tant que tel en perspective. Et alors peut-être rapidement, donc les chiffres, c'est les données naturellement macro qu'on connaît tous. L'inflation à 5,8%. Donc qui est naturellement largement au-dessus des moyennes des 20 ou 30 dernières années. La croissance à 2,3%, un peu en retrait par rapport aux prévisions de début d'année, mais malgré tout, qui reste un chiffre très fort pour l'économie française, 2,3% sur l'année 2022. Reste à savoir ce que nous réserve 2023. Et puis un chômage à 7% au global, et même un chômage des cadres qui est à 2,5-2,7%. Donc on va dire un des plus bas historiques en termes d'emploi, de chômage sur les 30 dernières années pour la France en macro, et un quasi plein emploi des cadres qui se confirme parce qu'il était déjà présent, et même déjà assez fortement présent avant les périodes qu'on connaît actuellement. Et puis, autre élément qu'on voulait aussi vous donner en intro, c'est le baromètre de l'APEC qui vient de sortir. Donc, c'est le baromètre pour le 4e trimestre 2022. Et là, des chiffres qui ressortent, c'est le 12% des entreprises qui se déclarent vouloir recruter au moins un cadre au 4e trimestre. Et ça, naturellement, c'est sur l'ensemble des entreprises. Quand on rentre dans le détail, naturellement, les TPE sont un peu moins représentés, moins de cadres, moins aussi d'effectifs à recruter en général. Mais naturellement, ce chiffre décolle avec les PME à 19% et s'envole carrément à 62% avec les ETI et les grandes entreprises. Voilà. Prévision d'embauche de cadres au 4e trimestre, mais aussi des tensions prévues, 84% qui s'attendent à des difficultés face à ces recrutements. Et ça, c'est plus 6% par rapport au trimestre précédent et plus 28% par rapport à la période pré-Covid. Donc voilà, ça c'est le contexte un peu général dans lequel on s'inscrit. Côté candidat, on a aussi retenu un chiffre Google, c'est le Google Trend sur le sujet emploi. Et là, on voit qu'en France, mais comme à l'international, la question de l'emploi, après le Covid, on voit un décrochage sur les questions de l'emploi, le nombre de recherches qui traitent de l'emploi
décroche sur un indice 100 de la période 2017-2020, enfin 2019 plutôt, et à partir de 2020, à partir du Covid, on voit un décrochage de l'ordre de 25 points, assez important, et qu'on a retrouvé aussi voilà, dans les difficultés à recruter voilà, dont on parlait précédemment, mais peut-être, et ça c'est le dernier baromètre APEC, je reviens sur le baromètre APEC qui nous le donne, peut-être une inversion de tendance, et là c'est les derniers chiffres sur 65% des cadres qui se déclarent inquiets, en termes de pouvoir d'achat, et ça c'est certainement du fait de l'inflation, et visiblement, peut-être, cette inquiétude qui semble un peu décrisper le marché, en tout cas des cadres qui se semblent plus aptes, plus intéressés en tout cas par la chose emploi, plus 4% qui se déclarent en veille sur le marché de l'emploi, et plus 4 points aussi à 59% qui disent qu'ils vont consulter des offres d'emploi au 4e trimestre. Alors ça justement, du point de vue de Célescope, est-ce que vous avez ressenti cette tension, cette crispation du marché et peut-être là plus récemment, cette décrispation? Alors, nous, notre échelle, c'est de la microéconomie. Là, tu as parlé de grands chiffres macroéconomiques. Mais à notre échelle, effectivement, ce qu'on a senti, nous, c'est que, si je prends les derniers mois, depuis 1 an à peu près, disons, hein, il y a eu une période de fin d'année dernière jusqu'à cet été où, quand on contactait des candidats, donc dans notre métier, il y a une phase d'identification, puis une phase de contact, puis une phase où on se présente, on donne envie quelque part, et puis ensuite il y a des phases d'évaluation. Et donc sur cette phase-là, on a effectivement constaté, sur le premier semestre en particulier, puis un peu en fin d'année dernière, que les gens étaient beaucoup moins en mouvement, j'allais dire. C'est-à-dire, on les identifier, ça ne change pas, on les arrivait à les identifier, mais lorsqu'on essayait de les mettre en mouvement vers un nouveau job, c'était plus difficile. Et là, on s'aperçoit que depuis quelques mois, effectivement, depuis l'été, depuis septembre à peu près, hein, on a des taux de retour qui redeviennent un peu meilleurs. Ils sont encore en dessous de ce qu'on avait auparavant, en 2019, je prends avant la crise. Hein. Mais on voit quand même que le taux de retour des gens qu'on sollicite et qui disent « oui, ça pourrait m'intéresser » est en train de remonter. Alors, je n'ai pas des chiffres aussi précis que 4 points, mais en tous les cas, c'est la sensation qu'on a, nous, aujourd'hui, sur le fait qu'effectivement, certains se remettent un peu plus en mouvement ou sont plus à l'écoute du marché. D'accord. Peut-être, dans cette inversion, il y a une plus grande fluidité. On ne va pas se réjouir naturellement de l'inflation et des craintes sur le pouvoir d'achat, mais en effet, malgré tout, on peut se réjouir de l'effet que ça pourrait avoir, en tout cas, pour les entreprises et certainement aussi pour les cadres eux-mêmes, les candidats eux-mêmes, trouver des nouveaux jobs qui leur correspondent et, espérons-le, aussi mieux payés. Voilà, maintenant, on va rentrer sur le baromètre. Plus en détail, et on a distingué 2 parties dans ce rendu des résultats. Une première partie qui a touché vraiment aux dirigeants face aux enjeux du recrutement, et puis après on va parler de l'enjeu de l'adéquation avec les attentes des candidats. Alors, naturellement, le sujet est large, mais on va se centrer sur les attentes, notamment en termes de RSE, et voir comment les entreprises y répondent. Petit point de méthodologie, petit rappel. Donc, on a interrogé des dirigeants d'entreprise, on l'a dit en intro, 400 dirigeants d'entreprise interrogés pour nous par l'IFOP. Naturellement, l'IFOP a fait son travail aussi justement de rééquilibrage des données pour bien être représentatif en termes de taille, de secteur d'activité et puis de région d'implantation, naturellement, de l'ensemble des répondants. Et puis voilà, les questionnaires ont été réalisés fin septembre, début octobre de cette année. On rentre donc dans cette première partie. Les dirigeants face au recrutement, aux enjeux du recrutement, et avec un chiffre un peu massu qu'on a voulu mettre tout de suite, qui est 52% des donc dirigeants d'entreprise déclarent qu'il y a un impact négatif des difficultés de recrutement sur l'activité même de leur entreprise. Oui, c'est un chiffre qui est très fort, hein, 52%, c'est la majorité, bien sûr. La question qui leur a été posée, c'est est-ce que les difficultés de recrutement vous empêchent de produire, d'aller là où vous êtes, enfin ce que vous avez déjà vendu, pour faire simple. Et puis une partie décrit que ça l'empêche de croître. Donc dans tous les cas, pour plus d'un chef d'entreprise sur 2, c'est un frein au développement. Alors ça, c'est de la vision globale qui englobe TPE, PME, ETI et les groupes un peu plus grands. Et quand on fait un zoom, c'est encore plus important, un peu plus impressionnant, je dirais, puisque pour les PME, entre 50 et 250 personnes, c'est 69%, donc ça fait un chiffre plus des 2/3. Et pour les ETI, plus des 2/3 des ETI qui disent « je ne peux pas me développer comme je voudrais parce que je n'arrive pas à avoir ressources ». Alors c'est ce qu'on entend sur le terrain, mais là on l'a en chiffres, hein, sur le terrain c'est plus au feeling. Et donc c'est vraiment un vrai sujet et ça devient un sujet stratégique pour les entreprises, encore plus qu'avant, ça l'a toujours été, mais ça le devient encore plus parce que ça pénalise et ça empêche de croître. Clairement, impact un effet massif sur l'activité.
Et derrière, on a un autre chiffre qui vient un petit peu corroborer celui-là, mais qui est aussi marquant. C'est sur le temps passé. 39% des dirigeants qui considèrent qu'ils passent trop de temps ou qu'ils n'ont pas assez de temps à y consacrer, mais ça revient un petit peu au même. Voilà, le recrutement qui accapare visiblement trop et qui a aussi un effet négatif. Et avec, là on est encore au niveau global, l'ensemble des entreprises, avec une hausse surtout impressionnante de 11%, plus 11 points. Qui montre bien que oui, ça devient un sujet. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un sujet parce que ça limite la croissance ou ça permet même pas de stabiliser son chiffre. Et donc c'est un sujet, donc j'y consacre du temps. Et c'est encore plus vrai selon la taille des entreprises. Et on voit que là où il y a eu la plus forte hausse finalement, c'est sur les PME. Alors sûrement, ça doit s'expliquer parce que les PME ont des besoins plus que des TPE bien sûr, et ont souvent des équipes RH moins conséquentes. Que sur une ETI ou un grand groupe. Et d'ailleurs, on voit que sur les ETI, c'est 45% considèrent qu'on passe trop de temps dessus, mais c'est la même chose que l'année dernière, à un point près. Donc la vraie hausse là, on voit que là où il y a le plus de difficultés quelque part, c'est la PME, entre 50 et 250 personnes, où il n'y a pas toujours les équipes RH en capacité de faire face à ce besoin. Clairement. Et alors justement, on pourrait se dire, d'ailleurs, dans ce cadre-là, que ceux qui ont plus de mal à recruter, ou le plus de problème de temps pour le faire, pourraient se retourner et faire appel à des cabinets de recrutement, comme Célescope. Et là, un peu surprise, ce n'est pas forcément le cas. On a un chiffre à peu près stable d'une année sur l'autre, autour d'un quart des entreprises qui ont recours ou qui vont avoir recours au cabinet dans les mois à venir. Oui, effectivement, l'année dernière, on était à 25%, là on est passé à 26%, il n'y a pas grande différence. Et donc on voit que les cabinets de recrutement ont encore un chemin à faire pour éduquer, montrer au marché qu'ils peuvent apporter quelque chose. Hein, et quand on fait un zoom encore une fois sur les différentes tailles PME, ETI, sur les PME ça change assez peu. On voit le plus 1, on passe de 35 à 36. Et sur les ETI, on voit que ça diminue. On perd 8 points. Et nous, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, c'est des entreprises qui sont, encore une fois, qui ont déjà des équipes RH qui sont solides, qui sont formatées pour ça. Et ils ont surtout renforcé ces équipes RH souvent sur des talent acquisition, etc. Et donc, on voit qu'ils n'ont pas fait plus appel au cabinet que l'année dernière. Ils ont plutôt fait un peu moins appel. D'accord, intéressant. En fait, derrière la stabilité du chiffre macro, il y a des réalités différentes en fonction de la taille. Il y a finalement une croissance des TPE, une croissance des PME stable autour, mais même un petit plus 1 malgré tout, et une petite décroissance sur les ETI. ETI et grandes entreprises, et certainement du fait de l'internalisation. Et d'ailleurs, justement, ça nous amène au slide suivant, qui justement montre aussi une grosse croissance, un important renforcement des capacités internes de recrutement. C'est le fait marquant sur cette slide. Mais là, on a pris les 60, pour l'année dernière, c'était 75% qui ne faisaient pas appel à des cabinets. Pour cette année, on est passé aux 74%, mais la nuance est fine, qui ne font pas l'appel à des cabinets. L'année dernière, les 3 raisons principales, alors il peut y avoir plusieurs raisons, c'est pour ça que le total fait plus de 100%. Il y avait en gros un tiers qui était j'ai mes équipes en interne, un tiers une question de prix, et un tiers une question de connaissance du métier. C'était à peu près ça. 32, 33, 34 voilà. l'année dernière. Et ce qu'on voit cette année, c'est que ça a très peu changé sur l'aspect prix ou connaissance du métier, assez peu à quelques pourcentages près. Par contre, il y a 27% de chefs d'entreprise qui déclarent on le fait en interne, 27% en plus. Donc là, on passe de 32 à 29, on a quasiment doublé. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a eu un effort de fait dans un certain nombre d'entreprises pour renforcer ces équipes. Ça devient stratégique, on a du mal, et même si on continue à faire appel à des cabinets, on travaille aussi en interne avec nos propres ressources. Clairement. C'est une des réponses, en effet, enfin les deux peut-être réponses à la difficulté, l'impact sur l'activité d'entreprise. Ça devient stratégique. Appel au cabinet pour ceux qui ne peuvent pas internaliser, et ceux qui le peuvent, en tout cas, ont a priori, plus tendance à le faire. Très bien. Retirer. Très fort, en effet, en tout cas, ce plus 27%, très marquant. C'est le chiffre, la plus grosse croissance qu'on a relevée sur cette édition du baromètre. Et là, on arrive maintenant sur la partie du baromètre qui concernait les types de profils recrutés. Et là, on a été au départ un peu perplexe parce qu'il y avait une sorte de contradiction dans certaines réponses. Et finalement, c'est qu'une contradiction apparente. Tu vas nous expliquer un petit peu. Oui, c'est-à-dire que quand on voit ce chiffre, on est passé de 68 à 60% des dirigeants qui continuent à privilégier, quand ils se projettent, quand ils disent qu'est-ce que je vais recruter, comment je veux recruter, qui se disent je vais faire un focus plus particulier sur des gens qui ont du potentiel, qui ont un savoir-être qui va être adapté à nous, et qui donc, je les projette dans le temps. S'ils ont du potentiel, ils pourront évoluer avec l'entreprise, ils pourront grandir avec nous. Et c'est leur volonté première quand ils se lancent en recrutement. Alors un peu moins que l'année dernière quand même, parce qu'on était à 68%, on est passé à 60%. Et donc, en proportion,
à augmenter le côté je recrute des gens qui ont des compétences qui sont directement duplicables chez moi et que je projette facilement. Donc ça, c'est la volonté. Quand je regarde à long terme, les chefs d'entreprise, généralement, au-delà du quotidien, s'intéressent aussi au long terme. Hein, c'est le propre du chef d'entreprise. Et donc là, ils disent, bah, pour moi, dans mes équipes, je veux des gens qui ont du potentiel et qui peuvent évoluer. Ça, c'est la volonté. Et maintenant, ça se heurte aussi à la réalité du quotidien, puisqu'ils ont aussi une dimension opérationnelle. Et on voit que, c'est là où on s'est posé des questions en essayant d'analyser ça. On va le voir sur le slide d'après, où il y a pour autant dans la réalité des recrutements, une propension très forte, et qui augmente très fortement, parce qu'on passe à 66%, et c'est plus 15%, de gens qui recrutent des profils qui leur semblent correspondre, qui sont un peu des clones, entre guillemets, hein, c'est-à-dire profil identique, je maîtrise le parcours, ils maîtrisent le métier, etc. 66% à privilégier le recrutement de profils identiques au parcours bien défini, dont on sait qu'ils ont fait leurs preuves. Qu'ils ont fait leurs preuves. On pense savoir, moi je dirais plutôt, mais la question est formulée comme ça quand on sait. Moi j'aurais dit quand on pense savoir. Et puis 34% qui se disent bah, je vais plutôt prendre des gens un peu atypiques ou des profils qui n'ont pas exactement fait le métier mais qui vont s'adapter. Donc là il y a un petit écart, mais qu'on peut comprendre, hein, entre la volonté, la vision long terme, où je construis une entreprise dans la durée, je veux des gens à potentiel qui vont évoluer avec nous, et la réalité de j'ai du mal à produire aujourd'hui ce que j'ai déjà vendu et il faut que je produise tout de suite. Et donc je suis rassuré par le recrutement de profils identiques. C'est comme ça que je l'analyse dans tous les cas. Non, clairement. Enfin, en tout cas, c'est assez convaincant. Ça résout en tout cas la contradiction et cet enjeu stratégique, long terme, vision long terme et besoin opérationnel des compétences. Et d'ailleurs, cette notion, ce besoin accru ou ce focus accru sur les compétences fonctionnelles, les hard skills, on va voir qu'on va le retrouver aussi dans les raisons d'échec des recrutements. Oui. Et là, on s'est intéressé, alors déjà aussi, encore un chiffre massu, 56%. Tout à l'heure, c'était 52% des chefs d'entreprise qui déclarent que les recrutements ont un impact négatif, la difficulté de recrutement a un impact négatif sur leur activité. Et là, on voit que 56%, donc même encore un peu plus, ça, c'est ont un taux d'échec. Plus de la moitié des entreprises ont un taux d'échec supérieur à 25%. Là aussi, c'est assez conséquent. C'est conséquent, et l'année dernière, c'était à peu près pareil, mais ça reste beaucoup parce que un échec, ça a un coût. Ça a un coût financier parce que j'ai payé un salaire, parce que j'ai parfois payé un cabinet, etc., ou en tous les cas où j'ai mis des gens en interne qui ont travaillé dessus, donc ça a un coût dans tous les cas. Et puis ça a un coût aussi parce que c'est une personne qui est passée dans l'entreprise, qui repart, ça a un coût psychologique, ça a un coût vis-à-vis des clients, enfin, ça a beaucoup de coûts en fait quand on regarde, donc c'est un sujet important pour les entreprises. Et donc, naturellement, comment les éviter? Donc là, justement, on va s'intéresser aux causes de ces échecs. Et c'est là où on va retrouver ces fameuses compétences métiers, ce focus accru sur les compétences métiers, qui là aussi, qui était mis à l'honneur tout à l'heure. En tout cas, visiblement, un focus sur concrètement dans le type de profil qu'on cherche à recruter, et visiblement qui pose aussi problème et qui aboutit en tout cas à plus 13% et à 33% au total. Sur le côté compétences métiers. Donc, inadéquation, c'est un échec. Il n'y avait pas d'adéquation entre ce qu'on attendait en termes de compétences et les compétences métiers que la personne s'est révélée avoir pendant la période où il était chez nous. C'est beaucoup. Pour autant, quand on regarde bien le slide, on a encore 57%, 40 plus 17, manque d'implication et inadéquation de l'ADN de l'entreprise, ça fait 57%, donc la majorité quand même des cas, quasiment 2 cas sur 3, on est à 57%, où les raisons d'un départ ne sont pas liées aux compétences, mais sont liées à la personnalité, enfin aux soft skills, pour faire simple, quoi. D'accord, là tu opposes les soft skills, manque d'implication et volume de travail et adéquation avec l'ADN, soft skills et hard skills, compétences métiers. Oui, parce que je pense que quand on parle de volume de travail, manque d'implication, etc., on parle au final de motivation. On parle au final d'implication dans son travail. Okay. Et tout ça, c'est lié à sa personnalité, à l'adéquation de ce qu'on est, la façon dont on fonctionne et ce que me propose l'entreprise dans le job dans lequel je suis. Donc pour moi, c'est purement des soft skills. Pareil pour l'ADN. Quand on parle d'ADN, c'est l'adéquation entre ce que je suis fondamentalement, mon ADN à moi, que je ne vais pas changer, et la façon dont travaille l'entreprise. Et donc ça, c'est difficile à changer. Et pour moi, ça reste des choses qui sont d'ailleurs difficiles à mesurer. Et donc, à la limite, c'est pas surprenant que ce qui est difficile à mesurer soit le plus grand facteur d'échec de recrutement, puisqu'on est quand même à 57%. Moi, ce qui me perturbe, entre guillemets, perturber, c'est un mot un peu fort, ce qui m'a interpellé, disons, c'est quand on regarde ce passage de 26 à 39 points liés aux compétences, alors que les compétences, c'est la chose la plus facile à mesurer. C'est la chose la plus facile à vérifier, à contrôler pendant un processus de recrutement.
Alors, comment tu expliques ce plus 13% sur ces compétences métiers? On n'a pas posé la question, alors je ne l'explique pas de manière précise et scientifique, mais au feeling, ce que je pense, c'est qu'on a vu tout à l'heure, il y a une vraie pression sur l'aspect opérationnel et sur l'aspect impact sur la capacité de l'entreprise à se développer. Donc très probablement, on fait des raccourcis, on va se rassurer par une formation, une expérience, etc., sans forcément vraiment creuser concrètement, au-delà du fait qu'il a travaillé dans une entreprise concurrente et qu'il a la bonne formation, etc., est-ce qu'il a vraiment les compétences métiers dont j'ai besoin? Parfois, peut-être on fait des raccourcis avec la pression du temps, l'aspect opérationnel, etc., qui prend le dessus. Donc, c'est comme ça que j'explique. Encore une fois, ce n'est pas une explication issue des c'est chiffres, peut-être en effet, au feeling et à l'expérience que je dirais ça. Mais je ne serais pas surpris que ce soit ça. Hein. Que les échecs, de manière générale, et en effet sur les hard skills, soient peut-être en effet liés à la pression des recruteurs, au manque de candidats aussi. Moins de candidats, donc on s'ouvre un peu, et puis après, voilà. Alors justement, la question, en effet, on n'a pas beaucoup parlé justement donc, de l'adéquation du candidat avec les besoins de l'entreprise, avec son ADN, mais aussi globalement avec les besoins, métiers et autres. Et là, on va rentrer dans la deuxième partie du baromètre, et en tout cas du rendu du baromètre sur les enjeux de l'adéquation avec les attentes des candidats. Et donc là, c'est un focus qu'on a voulu faire sur les questions du RSE, pour être large. Et c'est venu d'un échange qu'on a eu tous les deux au sujet d'une autre étude que Cadre Emploi a menée avec le Boston Consulting Group sur Decoding Global Talent. Voilà. C'est une étude avec plus de 200 000 répondants dans le monde, plus de 5 000 en France. Et les deux chiffres qu'on a retenus de l'étude pour cette présentation, c'est vraiment le fait qu'un candidat sur deux en France déclare ne pas être prêt à postuler auprès d'une entreprise qui ne respecterait pas ses valeurs en termes de diversité et d'inclusion d'une part et de responsabilité environnementale de l'autre. Voilà. Donc ça a amené à de nouvelles questions du type RSE. Voilà. Et donc on a voulu savoir quelles étaient les entreprises auprès des dirigeants qui avaient des politiques RSE. Et là, je dois avouer qu'on n'a pas été déçus. Ouais, je pense qu'on a trouvé les bonnes questions finalement, hein, parce que quand on a parlé de ça ensemble, moi c'est ce que je t'ai dit, c'est qu'on voit bien nous que ça devient une préoccupation importante pour les gens qui changent d'emploi, de où est-ce que je vais, comment ça fonctionne. Alors, parfois les gens réduisent ça à est-ce qu'il y a une politique de télétravail, etc., mais c'est beaucoup plus profond que ça pour moi. C'est une vraie conscience que les gens sont en train d'avoir, de prendre, et ça augmente partout, on le voit, on voit bien à la télévision, il y a plein d'émissions sur ces sujets-là, donc c'est un vrai sujet de société, un vrai changement, et donc ça a un impact sur notre métier. Et donc j'étais heureux quand tu nous as montré ça, parce que j'en suis pas surpris sur l'aspect candidat. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, et Livop nous a bien aidé là-dessus, de dire comment on peut faire le pendant sur les entreprises. C'est important pour les candidats. Là, on entend un candidat sur deux, un cadre sur deux dit je n'irai pas dans une entreprise si j'estime qu'elle est contre mes valeurs. Mes valeurs au sens large, hein, que ce soit des valeurs de diversité, de responsabilité environnementale, etc. C'est quand même très fort. Je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait pas eu ce chiffre-là. 1 sur 2, c'est très fort. Effectivement, on a été un peu surpris des résultats. On a été un peu surpris parce qu'on cherchait donc ceux qui avaient une politique RSE, donc on n'a pas été trop exigeant. On a considéré que 3 actions de type RSE permettaient de définir qu'on avait une politique. Voilà. Et là, on est tombé à un chiffre de 5% des répondants qui nous disent avoir une politique RSE. Moi, j'ai trouvé ce chiffre très violent parce que si je le relis au slide d'avant, ça veut dire que j'ai 95% des entreprises de notre panel qui se privent potentiellement de la moitié des candidats. Donc après, on peut dire le marché de l'emploi est tendu, j'ai du mal à trouver, etc. Mais là, encore une fois, je répète parce que c'est brutal, hein, 95% des gens qui ont répondu à notre sondage, qui sont représentatifs du panel des entreprises en France, se privent potentiellement de la moitié des candidats. C'est une lecture qu'on peut faire. Alors, quand on va un peu plus dans le détail, il y a des variantes, parce que quand on regarde déjà qui fait au moins une action, on est à plus de 59%, c'est pas beaucoup une action, mais c'est déjà un petit mouvement. Et quand on regarde par rapport aux tailles des entreprises, on voit que le chiffre de 5% passe à 15-19%, on va voir sur le slide, mais voilà, on a entre 13 et 19% en fonction de la taille de l'entreprise. Donc c'est un peu plus. Mais néanmoins, pour moi, c'est un chiffre qui est marquant, où là, il y a un décalage. Alors ça va probablement se rattraper, hein. On verra l'année prochaine quand on fera le baromètre, et très probablement, il y aura un rattrapage. Mais là, aujourd'hui, il y a un décalage entre moi, candidat, ce que je peux attendre de l'entreprise dans laquelle je veux aller, et moi, entreprise et dirigeant d'entreprise, est-ce que je suis conscient de ça? Est-ce que j'ai fait évoluer mes pratiques? Clairement, non, c'est extrêmement marquant. Et alors justement, on a quand même essayé de voir maintenant dans la logique du recrutement. On cherche, voilà, visiblement, c'est un sujet qui peut, en tout cas,
si ce n'est attirer des candidats, en tout cas les repousser, les réfréner, hein, voilà, et naturellement, autant pour ceux qui ont au moins une action, le mettre en avant. Donc on leur a demandé voilà, comment ils le mettaient en avant, est-ce qu'ils l'utilisaient dans le process de recrutement. Et là, encore une fois, on n'a pas non plus été déçus parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est relativement peu mis en avant dans le cadre du recrutement. Oui, ça veut dire que 59% des gens dont on a parlé font au moins une action. Bon. Mais il y en a un tiers de ceux-là qui n'en parlent jamais. 34% qui n'en parlent pas. Ouais. 40 et quelques pourcents, 43% qui en parlent en entretien de recrutement, une fois que j'ai la personne en face de moi. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient venus en face de moi si j'en avais parlé en amont, dans une offre d'emploi, sur mon site web, etc. Mais c'est pas surprenant. Je ne sais pas si tu as fait le chemin d'aller sur le site Figaro sur les recrutements que vous faites. C'est assez peu mis en avant. Je ne sais pas quelle politique RSE vous avez, mais c'est assez peu mis en avant. Nous-mêmes, en regardant ces chiffres, je me suis dit, mais nous, on fait plein de choses pour les RSE, et depuis des années. Alors en interne, les gens le savent. On partage, on fait des actions, aussi bien sur l'aspect écologique, sur l'empreinte carbone, sur plein de sujets. On est une boîte de 30 personnes. On offre pour les collaborateurs ou collaboratrices qui ont des enfants une crèche. On ne l'a pas fait pour la RSE, on l'a fait parce qu'on pensait que c'était bien. Mais on n'en parle jamais. C'est pas mentionné dans vos c'est mentionné nulle part chez nous, nulle part. À l'entretien peut-être quand même. Écoute, pour tout te dire, j'ai fait un entretien final avec quelqu'un il y a 2 jours. Et à la fin de l'entretien, je me suis dit, tiens, je pourrais lui parler de ça. J'en ai parlé, c'est quelqu'un qui a un enfant bas âge. Et j'ai perçu que ça pourrait avoir un effet très positif sur sa candidature. On ne met pas en avant. Donc, et je pense qu'on est là-dessus pas meilleur que les autres. Ouais. On a beaucoup d'actions, nous, mais on n'en parle pas du tout. Et c'est assez le reflet du truc. Et je pense que, là encore, quand on a fait le sondage, on a parlé d'action RSE, qu'on a flagué RSE. Je pense qu'il y a peut-être des entreprises qui font des choses sans le savoir que c'était du RSE. Qui font des choses pleines de bon sens, mais qui n'ont pas routé vers ce truc-là, qui n'en profitent pas quelque part. Et qui, quand elles le font, même quand elles le font, elles ne le mettent pas en avant. Auprès des candidats. Donc naturellement, quand je disais qu'on n'était pas déçus, on était déçus naturellement. Oui, bien sûr. Et on espère en effet qu'au prochain baromètre, on va être justement. Mais je ne serais pas surpris. Pas déçus. Je ne serais pas surpris. Que ça évolue vite. Que ça évolue vite, oui. Alors justement, peut-être en conclusion de ce baromètre, qu'est-ce qui ressort selon toi les éléments les plus marquants? Moi, ce qui m'a... et là, ce n'est pas dans le baromètre, c'est la sensation que j'ai là, depuis quelques mois. Et c'est la première fois que je l'ai, ça fait un certain nombre d'années que je fais le métier, c'est qu'il y a une forme de divergence entre la macroéconomie et le marché du recrutement. Généralement, les deux sont liés. Autrement dit, tu annonces 2,3% de croissance cette année, l'année prochaine, ils annoncent, on va dire 0 pour faire simple. Généralement, le marché du recrutement s'aligne là-dessus. Or là, il y a un écart qui se crée et le marché du recrutement est très fort, le taux de chômage est très bas pour revenir à ce que tu disais au début, alors que l'économie, la macroéconomie est plus. Donc ça crée même des tensions. Donc là, c'est surprenant, je ne sais pas l'expliquer. Et d'ailleurs, quand on écoute dans les matinales des radios, les économistes, ils n'ont pas plus des réponses à ça. C'est ce qu'on constate en tous les cas. Et pas que en France. Et pas que en France. Et ensuite, on voit aussi que les dirigeants, puisque c'est ceux qu'on a interrogés, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de l'impact que ça a sur leur business, sur leur entreprise. Et donc, moi, j'ai toute confiance dans les dirigeants qui sont plutôt créatifs en général et plutôt pleins de bon sens, pour corriger. C'est ce qu'ils ont fait en renforçant leurs équipes, c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi en s'ouvrant à plus de potentiel, c'est leur volonté, c'est ce qu'on a vu, aller chercher des potentiels. Et donc, j'ai pas de doute que pour les candidats comme pour les entreprises, dans les années qui viennent, il y a un rapprochement qui va se faire, si on revient sur l'aspect RSE, etc., où il va y avoir une convergence un peu plus forte. Et je pense que par les collaborateurs et par les générations qui arrivent, ça va faire changer les entreprises sur ces sujets-là. Et je suis très curieux du baromètre l'année prochaine, en fait, pour tout te dire. Et voilà, mais vivement l'année prochaine, en tout cas, vivement la 4e édition du baromètre Cadre Emploi Célescope. À très bientôt, Damien. À bientôt. Salut, Pierre. Salut.